Dans l'expérience de civilisation la plus ambitieuse que j'ai mise en place sur Minecraft, j'ai rassemblé 100 joueurs sur un seul monde avec un but, recréer une société de toutes pièces. Les joueurs n'ont reçu aucune directive et seront complètement livrés à eux-mêmes. Mais attention, comme dans la vraie vie, chaque mort est définitive. Si un joueur meurt, il meurt pour toujours. J'ai mal. Les joueurs sont libres de tout faire. Voyager à travers le monde, créer une secte ou fonder un empire. Entre le paradis du centre et l'enfer des biomes extrêmes, les chances de survie ne sont pas les mêmes pour tous. Face à de telles inégalités, la paix pourra-t-elle vraiment durer ? Ce qui s'est passé ensuite est l'une des histoires les plus folles que j'ai vues de ma vie. Alors choisissez votre camp et profitez de la vidéo. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter ma toute nouvelle expérience Minecraft Civilisation. Pour participer aux prochaines vidéos, n'oubliez pas de rejoindre le Discord en description et bien sûr de vous abonner. C'est le début du jour 1 et les 100 joueurs commencent à découvrir leur tout nouveau monde. Chacun avec une seule idée en tête, fonder une civilisation ou faire tomber celle des autres. Pendant que certains courent vers les hauteurs pour repérer un bon spot, d'autres plongent directement dans les profondeurs pour amasser un maximum de minerais. Bah en vrai, autant être équipé le premier jour, comme ça je suis tranquille, au C'est moins ça. pour les outils. Après avoir failli mourir 4 fois d'affilée, Ouais. je te nomme premier détenteur de la houe. Cependant, ce n'est pas tout. Les joueurs sont répartis selon 5 zones. Le désert, la plaine, les glaciers, le volcan et le lac central. Dans le sud-ouest, s'étend un vaste paysage de sable à perte de vue, balayé par un vent chaud et sec. Le soleil tape fort, rendant chaque déplacement épuisant. Dans le désert, des petits groupes se forment autour d'un homme, Eywa, proclamant l'empire de Remna. Dans le sud-est, s'étend une forêt calme et verdoyante. Rien de dangereux à première vue. Mais au milieu des arbres, une énorme structure en forme d'ossement brise le paysage. On dirait le squelette d'un monstre géant, couché là depuis des siècles. Étonnamment, des voyageurs passant par là se sont dit que ce serait une bonne idée de s'installer ici. On a décidé de s'installer là. C'est beau. C'est joli, effectivement. Comment on fait pour dire c'est chez nous? Moi j'ai mis un panneau. Au centre, le climat est beaucoup plus accueillant. Les cerisiers sont en fleurs et les montagnes sont pleines de vie. Entre les roches et les arbres, une sensation de paix et de beauté règne. C'est un endroit accueillant qui habitera par la suite de nombreuses nations. Voilà et tout, je vois cet endroit, je me suis dit, j'avais prévu des trucs, mais tout a changé. Dans le nord-ouest se trouve un paysage blanc et froid, recouvert de neige. Le vent souffle fort et les arbres sont glacés. Tout est calme, mais l'ambiance est glaciale. Bravant les conditions climatiques, certains décident malgré tout d'y installer un empire chaleureux, nommé Kénopsien. J'essaie de faire ce que je peux faire le temps qu'eux ils sont tous en train de miner. De base je suis farmer mais on peut farmer autre chose que des minerais. Hein. Je vais essayer de faire le tour du monde. En parlant de faire le tour du monde, certains ont décidé de prendre leur bateau et de voyager dans le but de trouver une nation. Je vais partir en bateau faire un tour parce que j'ai pas de groupe, j'ai rien, je vais essayer de dire bonjour à tout le monde. Malheureusement pour eux, voyager, ça donne faim. J'ai faim. T'as faim? Je m'attendais à ce que la jungle soit vraiment petite, je m'attendais pas à un truc aussi énorme. Dans le nord-est se trouve un volcan imposant, fumant et actif. Les pentes sont couvertes de roches noires et de lave solidifiée. L'air est chaud et l'odeur de soufre est partout. Un endroit magnifique, mais très dangereux. Il faudrait être fou pour vivre dans un endroit pareil, mais les fous sont partout, et la nation d'Hélios s'est dit que c'était le meilleur endroit pour vivre. Le matin du jour 2 est plutôt calme chez les enfants perchés. Ce peuple niché dans les hauteurs d'une jungle luxuriante a renoncé à la terre ferme pour fonder sa civilisation dans les arbres. Ponts suspendus, huttes en bois sculptés, jardins aériens, leur territoire est un dédale végétal surplombant la jungle. Cependant, ce rythme de vie a un coût. En effet, cet isolement les met à l'écart des conflits, mais aussi des alliances. En parlant d'alliances, Wixo, chef de Damoclia, s'est rendu à Kénopsia afin de faire part de ses inquiétudes grandissantes au sujet de l'Oasis. Dirigé par Aruo, l'Oasis est une théocratie fondée sur la religion de l'oasisme. Ses fidèles vénèrent les 12 déesses du plaisir, filles d'Umbrail, représentant les aspects de la vie, du hasard et du désir. Cette foi séduit de plus en plus de nations, Arcadia, Remna, Hélios, et bien sûr, Oasis elle-même y adhère déjà. Mais cette influence croissante inquiète les civilisations voisines encore indépendantes. Il y a une certaine tendance à faire sous-entendre que la bonne vision est celle de l'Oasis et que les autres groupes sont des groupes sauvages. Un peu l'impression, oui. Pour ne rien arranger,
Une règle ajoutée à l'improviste, clairement en faveur de l'Oasis, a provoqué la colère des autres nations. Beaucoup y voient un avantage injuste et un signe que l'Oasis cherche à étendre son pouvoir par tous les moyens. Et on vient de rajouter aujourd'hui, précisément, l'article 6 qui stipule la guerre, je sais plus, c'est quoi? La guerre secrète? Oui. Oui. Qui dit que si une nation est attaquée mais qu'il n'y a pas de preuve d'attaque, alors c'est des points graves. Et concrètement, si une nation disparaît sans qu'il n'y ait aucun survivant, et bah on n'en parle plus, on fait semblant qu'elle n'a jamais existé. Voilà, c'est un petit peu triste, en effet. Problématique surtout. Finalement. À ce même moment, le calme de la nature est soudainement troublé par un cri perçant. S'il te plaît, fais pas ça! Nazmod, un citoyen de l'Oasis se baladant tranquillement dans la forêt, se fait soudainement attaquer par une personne mystérieuse. Afin de sauver sa peau, il essaie de raisonner l'agresseur. Ce n'est pas mon problème. On t'a payé combien? Je te donne 3 fois la somme! Mais en vain, il avait été payé. Pendant ce temps, des tensions émergent entre la compagnie agricole et les commerçants d'Urba Martis. La compagnie agricole s'indigne de la mauvaise gestion des ressources par la ville, qui semble plus préoccupée par la question de matières premières destinées à alimenter son commerce que par une gestion durable et équitable de ses ressources. Ouais. Il est venu chez nous, il a fait bah tiens, je vous prends ça. Vous en avez pas besoin. Et le truc, c'est qu'on en a besoin parce que je l'ai pris. Alors moi, ça me dérange pas de partager, mais j'aimerais bien qu'on me prévienne, quoi. Donc il s'est servi, donc j'y vais pour m'expliquer parce que de toute façon, j'ai besoin de faire. Donc voilà. Sur la route du retour, les représentants de Damoclia rencontrent un étrange personnage, se baladant dans la nature, seul et désorienté. L'un d'eux tenta d'abord de lui venir en aide, lui offrant quelques ressources et un résumé des tensions géopolitiques actuelles. Mais très vite, l'homme révéla une autre facette. Il affirma être une figure influente liée à l'Oasis, capable de leur offrir une place de choix au sein de cette théocratie grandissante. Il était, sans l'annoncer clairement, l'élu de l'Oasis, porteur d'une autorité aussi spirituelle que politique. Face à leur méfiance, son discours devint plus menaçant. Il laissa tomber cette phrase, lourde de sens. Il y a ceux qui périssent et ceux qui survivent. Le destin est ainsi fait. C'en était trop. Il a tué l'élu de l'Oasis. Quoi? Il a tué l'élu de l'Oasis. Hein, quoi? Oh la dinguerie. Valog a tué l'élu de l'Oasis. En apprenant la nouvelle, Haro se mit en tête de pourchasser le coupable et de le faire disparaître, promettant une prime importante à celui qui l'arrêtera. Mais une question est sur toutes les lèvres. De quelle nation est Valog? Et pourquoi a-t-il fait ça? Afin de ne pas être associé à ces actions, un consensus a été mis en place à Damoclia. Valog devait se cacher dans les mines le temps que les tensions se calment. Allez, va miner. Allez. Va miner. Au revoir mes chers amis. Adieu. Je pars en exil. Tu vas nous manquer. Vous allez manquer aussi. Ouais, on a besoin de la Du cuivre. Plein de trucs. Comme un malheur n'arrive jamais seul, des membres de la nation de Remna ont décidé de mener leur propre enquête sur le meurtre de Nazmod. Qui aurait pu commissionner Templic? Tout porte à croire que c'est Haro le coupable. On est cramé. Mais les preuves manquent, et sans certitude, rien n'est possible. Le jour 3 se lève sur l'Oasis, c'est le calme à remplacer les tensions de la veille. Pourtant, dans les montagnes, une menace persiste. L'affaire Valog n'est pas encore résolue. Haro, toujours déterminé à protéger l'image de sa foi, convoque Templic. Cette fois, il ne s'agit plus d'un avertissement, mais d'un ordre clair. Retrouver Valog et le faire taire. Alors, pour l'instant, on va partir juste sur un truc on le ramène ici vivant. Pendant ce temps, les soupçons autour d'Haro s'intensifient. Remna et Arcadia commencent à pointer du doigt plusieurs incohérences dans ses propos. Ce qui les intrigue le plus, c'est qu'Haro n'a prévenu aucune nation avant d'agir contre Nazmod. Pour eux, quelque chose ne tourne pas rond dans cette affaire. Hier, t'étais pas là, mais il s'est trompé au moins 10 fois dans ce qu'il a dit. Il nous a menti. Il a fait un contrat, il l'a dit à personne. Et en plus, au début, il disait que c'était secret. Et après, il a dit que si c'est pas secret, il s'en fiche, tu vois. Au même moment, Templic arrive sans prévenir chez Damoclia. Wixo. Ah! Quoi? Wesh. On a Templic. Y'a Templic. Il est en mission, retrouver Valog. Face à lui, le représentant de Damoclia garde son sang-froid. Calme et sûr de lui, il affirme que Valog n'est plus là, banni la veille et est parti sans laisser de traces. Où se trouve-t-il actuellement? Vous avez vraiment pas d'infos? Il a été banni de notaire et s'il revient sur notaire, il sera jugé sur notaire. Mais Templic n'est pas dupe. Il sent le mensonge derrière les mots, mais il le sait. Insister maintenant serait risqué.
Alors, pour cette fois, il se contente d'un regard appuyé et repart sans un mot de plus. Du côté de Remna, l'état d'alerte orange est proclamé. Dû à la menace grandissante de l'Oasis, toutes entrées et sorties de l'Empire sont surveillées. De visite à Helios, les représentants de Kenopsia essaient de proposer un accord commercial entre les deux nations. Dans les hauteurs de leur jungle luxuriante, les enfants perchés se préparent avec soin. Aujourd'hui, ils quitteront leur refuge pour assister à un événement inattendu. On va se diriger petit à petit vers le lieu du mariage organisé par l'Oasis. Justement ce qui va se passer et on espère que ça va être très intéressant. Tout le monde est réuni en face de la statue d'une déesse de l'Oasis afin de célébrer l'union de deux citoyens. Haruo, de charge de la cérémonie, les enfants perchés, Remna, Arcadia, Kenopsia, Urba Marcis sont présents. L'ambiance est joyeuse et à ce moment-là, plus aucun problème existe. Tout est mis de côté, seul l'amour compte. Félicitations mariés. Profitant de la présence de toutes les nations, Haruo glisse doucement la cérémonie vers un sujet bien plus sombre. D'une voix ferme, il annonce que Valog est désormais considéré comme l'ennemi public numéro 1. Son regard balaie la foule, plein de détermination. Il ne cherche pas à convaincre, il impose. Il promet qu'il le traquera jusqu'au bout, et laisse entendre, sans la moindre hésitation, qu'il ne connaîtra pas l'échec. Là, devant nous, il y a Valog, celui qui a tué l'élu des 12. Alors, sous l'œil d'Umbrail, chaque coup d'épée est une prière. Chaque cri est une offrande, chaque goutte de sang un nouveau tirage. Alors combattez, ramenez-le ici, pas pour des rois, pas pour des terres, mais pour le frisson de l'instant, pour qu'il soit jugé. Et car si la mort doit venir, qu'elle vienne en hurlant, et nous l'accueillerons, les bras à bras ouverts. L'ambiance est tendue dans l'arène d'Arcadia. Remna est désormais convaincu. Haruo est le coupable. Haruo, tu vas me suivre, ça te dérange pas? Bah, j'ai le choix. Non, oui. Effectivement, t'as pas voilà. le choix. Ouais, non, mais on va dire t'as le C'est choix. ça le problème, c'est qu'il n'a pas le choix. Sans hésiter, il est arrêté et emmené de force dans le désert, sous les regards silencieux des autres nations. Pour renforcer sa sécurité, Templix se rend à Kenopsia, dans l'espoir de conclure un accord. Conscient que la situation pourrait rapidement se retourner contre lui, il propose un marché simple. En échange de leur hospitalité, il s'engage à ne causer aucun tort aux membres de Kenopsia. Pendant ce temps, une réunion cruciale se tient au sein de la compagnie agricole. Jusqu'alors sous le contrôle des commerçants d'Urba Marcis, les récents conflits autour de la gestion des ressources ont poussé ses membres à revoir leur position. Désormais, ils prennent leur destin en main. La compagnie se déclare indépendante et devient une nation à part entière. Le matin du 4e jour est marqué par une vive tension. Draphorn, l'un des chefs d'Helios, fait part de ses inquiétudes. Un membre de sa propre dynastie chercherait à le détrôner par la force, faisant planer la menace d'un règne de terreur. Chez moi, j'ai quelqu'un qui me fait assez peur, qui à chaque petite il cherche une petite excuse, n'importe laquelle, pour faire un coup d'état et prendre le pouvoir. Fondée sur une répartition du pouvoir entre 3 chefs, cette dynastie se fragilise peu à peu, et il apparaît désormais que chacun aspire à concentrer davantage d'autorité entre ses mains. Au même moment, Wixo, chef de Damoclia, accompagne Valog, son bras droit, au sein de l'Empire de Remna. Il y partage son point de vue sur le meurtre du prophète, fournissant chaque détail susceptible de prouver son innocence. Malheureusement, Valog était un meurtrier, et ça, il ne pouvait pas le changer. Il est désormais trop tard, la décision d'Ewa a été prise. Les 2 prisonniers sont alors transférés sous bonne garde vers Arcadia, un empire dont la réputation n'est plus à faire. Dirigée par Bazbull, cette terre est connue pour son arène monumentale, symbole de justice autant que de cruauté. C'est en ce lieu que les accusés sont jugés, non par les mots, mais par l'épreuve ultime. Un combat destiné à désigner celui qui mérite de survivre et celui qui est condamné à périr. Avant le combat, Bazbull décide d'organiser une grande célébration devant l'arène. Nul ne le sait encore,
Mais cet événement marquera un tournant majeur dans le cours de cette histoire. 3, 2, 1, on souhaite la mort d'Aro, les gars. On souhaite ça. Mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize, cause it's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Personne ne s'y attendait. Informé de la décision de mise à mort d'Haruo, Bazbull, guidé par sa profonde foi en l'Oasis, décide dès la veille de tendre un piège pour le sauver. L'opération se révèle sanglante. Plusieurs membres de Remna périssent, y compris l'empereur lui-même. C'est la stupeur totale. Profitant de la panique générale, Haruo et Valok s'éclipsent discrètement par la mer. L'opération de Bazbull a porté ses fruits, et sont enfin en sécurité. La colère de Remna est immense, nourrie par le sentiment d'avoir été trahi. Sans perdre un instant, ses armées se mettent en marche vers l'Oasis, avançant comme une tempête prête à tout ravager. Chaque pas des soldats résonne comme un avertissement. La vengeance de Remna ne fera ni prisonnier ni compromis. L'Oasis, symbole de paix et de foi, se retrouve désormais suspendu au bord du désastre. Mais la guerre n'est pas encore partout. Ce qui peut paraître futile pour certains représente une véritable clé pour d'autres. Tandis que Damoclia, Urbamarsis et les enfants perchés se réunissent pour discuter de la situation actuelle, Kenopsia, perché dans les montagnes, organise une réunion d'urgence. L'impératrice Naomi demeure claire sur la situation. Kenopsia, bien que reculée, offrira refuge à quiconque le demandera, à la seule condition de rester neutre. Pendant ce temps, un étrange individu apparaît à Damoclia. Son comportement laisse à penser qu'il a perdu toute lucidité, et les herbes qu'il cultive semblent être la cause de son étrange état. Mais bon, je devrais peut-être choisir l'huile parce que c'est végétal, vous savez, je préfère les plantes, peut-être que l'huile c'est meilleur que le beurre. C'est vrai que c'est une question assez intéressante. La guerre de l'information a éclaté. Pendant que Remna tente de rallier Kenopsia à sa cause, Haruo se retourne vers les marchands influents d'Urbamarsis et la puissante compagnie agricole, tissant ses alliances dans l'ombre pour prendre l'avantage sur ses adversaires. Mon chef est mort devant moi, j'ai rien pu faire. Ça, je peux comprendre, mais comprenez bien que nous ne nous engagerons pas dans cette opération militaire du fait de notre position. On a juste besoin d'une chose, on a besoin de votre aide, tout simplement. Ilou a manipulé absolument tous les chefs de nation. L'Empire de Remna était donc une nation corrompue. Ils m'ont emmené à l'Empire de Remna et emprisonné pendant une journée entière. Lors du coucher de soleil, profitant du désordre global, Templique, contre toute attente, décide de faire disparaître Valog. Tous les membres de Damoclia sont sous le choc. Cette attaque n'a, à première vue, aucun sens. Qui aurait pu en vouloir au bras droit de Wixo ? Ou peut-être que la question n'est pas la bonne. Le 5e jour se lève sur la taverne de Kenopsia. On était quand même assez bizarre. Ouais, bien sûr. Si vous voulez, j'ai la vidéo. Vous avez la vidéo, ça me paye, comment ça ? À l'intérieur, des alcooliques et des voyageurs se croisent. Parfois, les mêmes personnes cumulent les deux rôles. L'ambiance est si joyeuse que l'on pourrait presque oublier les soucis de la veille. Même si, dehors, le monde continue de tourner. Au détour d'une falaise, on pénètre dans un tout autre monde. Niché au cœur des montagnes, le royaume des nains s'étend sous terre, un lieu façonné avec une beauté surprenante et inégalée, où chaque pierre semble raconter une histoire ancienne. Afin de calmer les tensions sur l'île, Haruo décide d'organiser une réunion rassemblant tous les camps. Il y invite toutes les nations présentes sur l'île, convaincu que le dialogue est la seule solution pour éviter un conflit. La rencontre a lieu devant la statue de la déesse, un lieu symbolique pour l'Oasis. Donc, le traité d'équilibre de frontières, autrement dit la TEF, préambule. Les nations signataires de ce traité, réunies dans un esprit de paix, de respect mutuel et de coopération stratégique sur le serveur, s'engagent à établir des règles claires concernant la gestion des frontières, les relations diplomatiques et le règlement des conflits. Après de longues discussions, un accord est trouvé, le traité d'équilibre des frontières. Celui-ci établit des limites claires entre les territoires et engage chaque faction à respecter la paix.
Grâce à ce traité, l'île retrouve enfin un fragile équilibre et l'espoir d'un avenir plus serein. Au même moment, à Helios, Mirail, chef de section respecté, convoque un tribunal exceptionnel. Installé dans une salle somptueuse, symbole de l'autorité et de la puissance de la nation, l'Assemblée a pour mission de juger le cas de Draphorn, accusé de trahison et de désertion. Draphorn, autrefois, faisait partie des 3 chefs qui gouvernaient Helios. Pourtant, celui-ci a abandonné sa position et a quitté la nation. Nos éclaireurs confirment qu'il est désormais parmi la nation de Rennes, nos pires ennemis. Malgré plusieurs tentatives de le ramener à la raison, il refuse de rentrer. Pour Helios, cela ne peut signifier qu'une seule chose, la trahison. Les faits sont longuement exposés devant les juges et les témoins succèdent. Vous le traitez de traître, mais a-t-il lui-même dit « Je veux nuire à la nation » ou quelque chose dans le style? Quelqu'un l'a-t-il entendu dire ça? Non, car il ne l'a pas dit, tout simplement. Donc je pense que le traité de traître est excessif, nous sommes dans l'extrême. Malgré quelques débats, l'issue ne fait aucun doute. Pour tous les membres du tribunal, Draphorn a irrévocablement rompu son serment envers la nation. Le verdict tombe sans appel, la peine capitale. De passage à Damoclia, Haruo et Wixo se retrouvent pour discuter d'un objectif commun, arrêter Templique, coûte que coûte. Celui-ci représente une menace sérieuse pour les deux camps. Il a fait disparaître Valog et, de plus, peut chercher à se venger d'Haruo pour une dette restée impayée. Face à ce danger grandissant, les deux dirigeants conclurent un accord. Haruo. Si tu ne payes pas Templique, tu vas mourir. Et moi, de mon côté, je ne laisserai pas la mort de Valog impunie. On a peut-être quelque chose à faire ensemble. Une véritable chasse à l'homme est alors lancée, mobilisant leurs forces et étendant les recherches bien au-delà des frontières de Damoclia. Mais tous leurs efforts sont vains. Ils semblent toujours avoir un coup d'avance, disparaissant avant même qu'ils ne puissent l'atteindre. En fin de journée, une réunion est organisée à Kenopsia entre l'impératrice et les diplomates du royaume. En effet, le royaume de Kenopsia est régi par une monarchie constitutionnelle. Naomi en est la figure représentative, tandis que le pouvoir réel est exercé par les diplomates Aerobest, Envy Maybe et Ragnar. Réunis autour de la même table, ils échangent sur la situation actuelle de l'île et les décisions à venir. Le matin du jour 6, un étrange individu est aperçu aux abords de Damoclia. Il avance lentement mais sûrement, cagoulé pour mieux cacher son identité. Dans l'ombre, il creuse patiemment des galeries, rongeant la terre jusqu'à atteindre son but ultime, la salle des coffres de Damoclia. Je comprends pas ce qu'il est en train de faire, Mr. Emel, on est tous étendus, je comprends rien. Mais attention, chaque mouvement brusque pourrait trahir sa présence. Alors il avance méthodiquement, inspectant coffre après coffre, jusqu'à retrouver ce qui lui revient de droit. Une fois son objectif accompli, il partit aussi vite qu'il était venu. De son côté, Kenopsia ne rencontre pas les mêmes difficultés. Les frontières ont été fermées et plus personne n'est autorisé à entrer. La sécurité a été renforcée dans toute la cité et des rumeurs racontent que la représentante de Kenopsia est menacée. Nos frontières sont fermées et donc on ne pourra pas se permettre de vous accueillir. Et la raison elle est secrète ou pas? Oui, malheureusement la raison est aussi gardée secrète. On veut pas que ça s'ébruite ou que de mauvaises rumeurs aillent à droite à gauche. Après quelques temps, Damoclia constate le pire. La cité a été pillée. Pourtant, aucune richesse ne manque. Seules les herbes suspectes ont disparu, comme si le voleur savait exactement ce qu'il cherchait. Ce détail ne laisse place à aucun doute. Une seule personne était capable d'un tel acte. Mr. Emel, l'homme louche aperçu la veille. Confronté à cet affront silencieux mais calculé, Damoclia est saisi d'indignation. Très vite, la décision est prise. Une traque est organisée à travers l'île. Mr. Emel devait être retrouvé et répondre de ses crimes, quel qu'en soit le prix.
Nous cherchons Mr. ML, étant donné qu'il a actuellement griffe notre salle des coffres. Donc, Il a griffe la salle des coffres. Oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors Mr. ML il est en séjour ici. Il a fait plein de merde partout, j'ai l'impression, c'est drôle. Enfin, non, c'est pas drôle, ne vous me prenez pas. La tension est à son comble dans l'arène d'Arcadia. Un combat est sur le point d'opposer deux membres de Remna, Cinco et Rikov. Ayant désobéi aux lois impériales, ils doivent désormais en subir les conséquences. Sur le sable de l'arène, une seule issue s'offre à eux, le combat. Seul le vainqueur en sortira, lavé de tout crime. La fuite de Mr. ML n'aura pas duré bien longtemps. Je n'ai fait que me venger, monsieur. Ils m'ont tué comme des lâches. Rapidement rattrapé par Damoclia et totalement encerclé, il se voit contraint de se rendre. Désormais sans échappatoire, il sera conduit à Damoclia afin d'y être jugé. En croisant Draford et sachant pertinemment que rien ne changerait pour Helios s'il n'agissait pas, Mirai décide de tenter le tout pour le tout à l'Oasis. Résolu à mettre un terme à cette affaire, il sait que l'un d'eux doit disparaître. Il attaque Draford, mais ce dernier est entouré de membres de Remna. Il y a un problème avec Helios, il y a des problèmes avec Helios. T'as attaqué Draford. C'est lui leur pote. On va le juger, Il s'enfuit. Rapidement encerclé, Mirai tente de fuir vers les grottes, mais il est déjà trop tard. De retour à Damoclia, et contre toute attente, Mr. ML, pourtant placé sous étroite surveillance, tente une action désespérée. Profitant d'un instant de confusion, il s'enfuit en bateau. Enfin, s'enfuir est un bien grand mot. Damoclia lança aussitôt une course-poursuite acharnée qui s'étira jusqu'à la fin de la journée. Qu'est-ce que c'est beau. Et ouais, être botaniste, ça permet d'acquérir de l'expérience. Passant de l'océan aux forêts, puis jusqu'aux étendues glacées de la banquise, il courait sans relâche, encore et encore. Chaque terrain semblait lui être familier, comme s'il connaissait ces terres mieux que quiconque. Oh mon Dieu! À force d'endurance et d'audace, il parvient finalement à distancer ses poursuivants, s'enfonçant dans la neige pour s'y dissimuler, attendant patiemment que la traque s'apaise. Jamais il me retrouve là. À l'aube du 7e jour, une réunion décisive se tient dans une atmosphère lourde de tension. Remna est accusé d'avoir troublé la paix fragile de l'île. Champs ravagés, chevaux dérobés, menaces proférées. En ce jour, un verdict doit tomber. C'est maintenant que l'on décidera du sort de Remna. L'Empire Remna a pénétré illégalement sur les terres de Damoclia, par exemple, en y altérant le sol, en posant des blocs et en dérangeant la paisible vie de leurs citoyens. Cependant, Remna est une nation forte, et personne ne souhaite la voir à dos. Alors la majorité a parlé, et Remna est innocentée. Iron Blue, ancien membre d'Arcadia ayant infiltré Remna, dépassé par cette hypocrisie, décide de passer à l'acte. Il attaque Ilou, le bras droit de Loup Gardien, dans l'espoir de provoquer un changement. Malheureusement pour lui, Ilou n'était pas seul. D'autres membres de Remna se trouvaient dans les environs et, face à leur supériorité numérique, Iron Blue n'eut d'autre choix que de s'incliner. Mais l'atmosphère n'est pas morose pour tous. Tandis que les tensions grondent ailleurs, certains savent tirer parti de la situation. Les enfants perchés ont bâti un restaurant au cœur des arbres, et jamais ils n'avaient vu autant de voyageurs se presser pour découvrir et savourer les traditions culinaires de la jungle. Pour un menu steak frites, il faut combien de diamants? Est-ce que je peux avoir les frites toutes seules? Parce que j'ai pas super faim non plus. Bah, falloir payer, monsieur la divinité. Je veux bien des frites tout seul aussi. Spire, on se prend une barquette, Demio? On se prend une barquette à deux? Une barquette pour deux? Ouais.
En parlant de commerce, Damoclia profita d'un combat dans l'arène pour lancer la vente d'une toute nouvelle boisson venue de ces contrées. Wesh. Mais, hein? Oh, je veux! Venez voir! Qui veut? Tu penses qu'ils m'ont entendu ou pas? Épuisé par les tensions incessantes, les accusations voilées et le poids des décisions politiques, Ilou prit une décision radicale. Il choisit l'exil. Quitter Remnar, quitter l'île, et partir vers d'autres mondes encore inconnus. Non, on retourne. Tu sais autant que moi que si je meurs, il n'y aura plus de problème. Je le sais. Il y aura plus cette image. Aussi, il y a les autres, viens. Mais ils ont pas parlé d'eux pendant le procès, ils en parlent que de moi. Si je meurs, il y aura plus moi. Non, il a dit Remna aussi, tu vois. Il parle de moi, quand il parle de Remna, il parle de moi. C'est ça que t'as pas compris. On te défendra ensemble. C'est pas ça, j'ai trop de charge mentale, Karja. Ce départ n'est ni une fuite ni une défaite, mais l'aveu silencieux d'un homme usé par un conflit sans fin. Debout sur la muraille de Damoclia, Wixo observe l'horizon, perdu dans ses pensées. Valog, son bras droit disparu, lui revient sans cesse à l'esprit. La guerre, les alliances brisées, les choix difficiles, tout semble peser sur ses épaules. Oh non. Oh non. Au détour d'un carrefour, l'imprévisible se produit. Une tortue surgit de l'eau et s'empare du bateau de Templique, le détournant de sa trajectoire. Ce moment absurde et presque miraculeux offre à Wixo le temps nécessaire pour disparaître à l'horizon, sain et sauf. Mais une question commence à émerger. Valog, puis Wixo. Ça ne ressemble plus à un hasard. Quelque chose se joue. Mais quoi? Et surtout d'où? Au matin du 8e jour, Templique arrive seul à Kenopsia. Sa réputation est au plus bas après sa tentative d'assassinat de la veille. Mais il lui reste une carte à jouer. Son contrat avec la cité est clair. Kenopsia lui offre l'hospitalité tant qu'il ne représente pas une menace pour la nation ou ses membres. Devant les hauts gradés, Templique doit prouver qu'il n'est pas un danger. C'est alors qu'il donne une information capitale. Un traître se cache au cœur de Kenopsia. En fait, ce que t'as pas l'air de comprendre, Ragnar, c'est que ça va être soit la vie de Naomi, soit la vie du traître. Pour régler le problème, Templique demande une liberté totale pour éliminer ce traître. Il impose une condition. Lui seul connaîtra son nom jusqu'à sa mort. Mais en voulant s'en prendre directement à un membre de la cité, Templique commet une erreur critique. Il brise lui-même la règle du contrat qui lui garantissait l'hospitalité. Pourtant, face à la gravité de la situation, il affiche une indifférence presque provocatrice et ne semble pas le moins du monde s'en inquiéter. Mais cette fois, c'en est trop. Envy Maybe, convaincu que Templique est allé trop loin, décide qu'il est temps de mettre un point final à ses agissements. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que Templique avait sur lui la clé de toutes les attaques. En tant que tueur à gages, il notait tout méticuleusement dans un carnet. Le nom du client, la cible et les détails. À sa mort, ce livre est devenu la preuve qui a tout déclenché. À Damoclia, le carnet est ouvert devant les dirigeants. Le silence est total et chaque page est claire. En tournant les pages, un nom revient plusieurs fois. Timo. Ce n'était pas un coup de folie, mais un plan calculé. Le livre circule et les faits sont là. La mort de Valog, l'attaque contre Wixo. Le but de Timo était simple. Éliminer les chefs pour créer un vide et prendre le contrôle de Damoclia. Accablé par l'épreuve, Timo ne peut plus nier. Même ses alliés lui tournent le dos. Damoclia ne crie pas et ne cherche pas une vengeance aveugle. La décision est froide et collective. Timo est exécuté. Il n'y a ni discours ni dernière volonté. Son plan n'a pas échoué par manque de violence, mais simplement parce qu'il a laissé des traces.
Haruo a vu naître un monde. Il a vu des peuples se lever, des empires s'unir, des idéaux devenir des lois. Il a cru sincèrement qu'il guidait quelque chose de plus grand que lui. Il a prêché la foi, il a imposé l'ordre, il a justifié l'injustifiable, convaincu que la fin valait toujours les moyens. Mais le livre a parlé, les mensonges sont tombés, et pour la première fois, Haruo ne pouvait plus se cacher derrière la foi. Il chercha une réponse, une dernière justification, mais les dieux restèrent silencieux. Certains leaders tombent sous le coup de leurs ennemis, d'autres sous le poids de leur choix. Ils ne fuient pas, ils ne crient pas, ils lâchent simplement ce qu'il n'a jamais vraiment supporté. Le monde ne s'est pas arrêté, il s'est simplement vidé. Les voix se sont tues, les alliances ont disparu, et les idéaux ont laissé place au silence. Kenopsia est restée debout, pas par victoire, mais parce qu'elle a refusé de tomber. La compagnie agricole a prospéré, pas par la guerre, mais parce qu'elle a profité du commerce. Remna a perduré, pas par la force, mais par le sacrifice de certains. Chacun a perdu une partie de lui-même. Et au final, ce ne sont pas les plus forts qui ont marqué ce monde. Ce sont ceux qui ont choisi jusqu'où ils étaient prêts à aller.